Audi as-tu, vous y êtes et nous y sommes, madame, monsieur. Ce matin, nous recevons pour vous un acteur politique qui nous vient de la CDP, parti que dirige madame Brigitte Kafia-Djamagbo-Johnson, qui est parti membre de la coalition des 14 partis de l'opposition. Alors, monsieur Pascal Adoko, encore une fois, bonjour. Bonjour, Joachim. Voilà, vous êtes un responsable politique au niveau de la CDP. J'espère bien que votre formation politique se porte à merveille. Aussi, la CDP se porte très bien, il n'y a pas de problème. Sinon, on croyait quand même que pour n'avoir pas participé aux élections dernières, vous seriez véritablement déboussolé. Vous parlez d'élections? Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez, malheureusement. Excusez-moi de le dire. Il n'y en a pas eu au Togo. Ah bon? Oui, je suis désolé, mais c'est comme ça. Nous y reviendrons tout à l'heure avec la présidente, la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Vous avez écouté tout à l'heure dans le journal le juge Akakpovi, disons le magistrat Akakpovi Gamato, président de la Cour suprême du Togo, qui a lancé hier donc un projet d'appurement des dossiers en souffrance depuis 1994 à 2010. Et c'est plus de 500 dossiers qui seront traités au plus tard le 31 juillet prochain. Et des audiences extraordinaires sont donc annoncées pour être organisées afin que ces dossiers-là soient le plus tôt ou bien le plus rapidement évacués. Votre réaction sur l'initiative? Je dirais que je suis peiné, très peiné, par l'état de la justice de mon pays. Bon, si vous voulez que je dise merci à M. Gamato, ben je lui dis merci, parce qu'après peut-être 25 ans, il se souvient d'un dossier qui traîne, et donc qui pénalise tous ceux qui sont assignés en justice. Ou disons les justiciables. Les justiciables, ou qui même croupissent en prison pour certains, privés de leur liberté. Bon, si après 25 ans on s'en souvient, c'est une bonne chose. On nous a parlé de la réforme de la justice au Togo. Je suis surpris qu'on ait encore 500 dossiers, dont certains datent de 1994. S'il vous plaît. Je me demande même si ces justiciables sont toujours vivants. Bon, ceci étant, je lance un appel vraiment pressant à la justice togolaise et peut-être aux autorités qui ont décidé de prendre notre pays en otage et de le gouverner envers et contre tout, puisqu'ils sont là, de faire en sorte que tous les pans de notre pays fonctionnent normalement. En commençant par la justice, parce que c'est ça qui représente le seul espoir pour tout un chacun de nous. Et oui, mais il faut dire quand même mieux vaut tard que jamais. Du moins, s'ils se sont rappelés de ces dossiers qui sont restés dans les tiroirs ou je ne sais où, au niveau de la Cour suprême. Je viens de le dire. Et ils disent quand même que ce sont des dossiers majoritairement fonciers. Oui, ça pose un autre problème dans notre pays. Parce que notre pays est sur une poudrière qui est la poudrière du foncier. Si rien n'est fait dans les meilleurs délais, on peut avoir des conflagrations dans ce pays liées uniquement au foncier. Je ne sais pas, malheureusement c'est les mêmes personnes qui nous dirigent. Visiblement ils n'ont pas d'imagination pour régler ce problème. Il paraît qu'il y a une nouvelle loi ou de nouvelles dispositions, un nouveau code en la matière. Ben, vivement que ça s'applique vite et que ce jeu de ping-pong entre les Togolais sur le foncier cesse. Comment imaginer que dans un pays, plus de 95% ou même 98% des dossiers portent uniquement sur le foncier? Ce n'est pas normal. Ça devrait être un dossier prioritaire de tout gouvernement sérieux. Et je pense que le moment est venu de lancer un appel pressant pour que ce sujet soit traité avec la diligence nécessaire. Parce qu'un dossier comme ça, je ne comprends pas comment on peut se donner tant de temps pour les traiter. Et ça me gêne. Pas par rapport à la justice, mais par rapport aux législateurs. Ça veut dire que notre législation présente des failles qui entraînent justement ces conflits fonciers. Et voilà pourquoi ça a été corrigé à travers l'adoption donc du nouveau code foncier. Avez-vous le sentiment aujourd'hui que ça s'améliore? Bon, si tel est le cas, saluons Dieu et remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous a accordé. Voilà.
Mais moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Donc, selon vous, pour le moment, l'adoption de ce nouveau code foncier ne viendra pas éradiquer ou endiguer le mal que vivent les Togolais au niveau foncier? Je ne veux pas jouer au devin. Les gens ont écrit un texte en fonction de la manière et de leur ressenti par rapport au dossier. Je veux bien croire que ça peut... Plusieurs acteurs ont été quand même impliqués dans la conception de ce dossier, disons, de ce code. Monsieur Joachim, le problème de notre pays, ce n'est pas seulement les textes. Et c'est surtout pas les tests. Il paraît même que nous avons les meilleurs tests de la région, de la sous-région. C'est leur application. Ceux qui sont chargés ou seront chargés d'appliquer cette nouvelle disposition, ces gens-là le feront correctement. Quand les intérêts seront croisés, c'est ça le problème. C'est-à-dire, l'état de droit, c'est d'être froid même quand ton intérêt est en jeu. Et ça, on n'a pas encore cette capacité dans notre pays. Aujourd'hui, on me parle de bateaux qui est en rade dans notre pays, au niveau de notre port de Lomé. Et on me parle de quel sujet? On me parle d'un riz ou de cargaison avarié, impropre à la consommation, constaté par l'État guinéen, et les Togolais s'évertuent à tout faire pour faire entrer ce riz dans notre pays. Et quand vous allez fouiller dans les jours qui viennent, vous verrez qui sont ceux-là qui sont derrière cette manœuvre pour que, d'une manière ou d'une autre, les Togolais consomment encore une fois du riz impropre. Ça veut dire que quoi? Ces gens-là sont nécessairement des décideurs. Et quand leurs intérêts sont en jeu, la santé des Togolais, la vie des Togolais n'ont plus aucune importance. Voilà, certains estiment quand même que ce sont des supputations que le riz serait propre pour la consommation, mais jusqu'alors, dès lors que des associations des consommateurs dénoncent ou bien crient à reçu cette situation, ni la direction générale du port autonome de Lomé n'a levé son petit doigt pour faire ne serait-ce une petite conférence ou un point de presse, ni le ministère de l'Agriculture pour pouvoir expliquer la situation réelle qui prévaut dans le cas de ce riz-là. Mais finalement, on se dit, on nargue les Togolais ou bien c'est que quelqu'un doit forcément leur donner l'ordre avant qu'ils n'agissent. J'ai dit dans ce studio il y a peut-être 2 semaines que la force de notre régime, c'est le maquillage. Ils ont cette force-là. Ils maquillent les faits au point que ça peut faire pâlir l'Union soviétique dans sa splendeur. C'est pour vous dire que ce qui est rouge peut devenir blanc si c'est nécessaire pour l'intérêt de ceux qui nous dirigent. Vous voulez me dire que les scientifiques guinéens sont fous? Qu'ils ont d'autres critères que les Togolais n'ont pas. Et où les Togolais ont des critères supérieurs qui montrent que le riz avarié à Conakry devient comestible à Lomé, consommable à Lomé. Non. Donc c'est un petit échantillon on a pris pour faire le test au laboratoire. En matière de science, il y a des techniques pour prélever, pour faire ce qu'on appelle l'échantillonnage. Et quand on fait l'échantillonnage, on tire la conclusion que c'est impropre. Ne venez pas me dire qu'au Togo, ça deviendra propre. Alors, qui doit convaincre les Togolais que ce riz-là, ou le bateau qui en rade au port autonome de Lomé, est avec une cargaison d'un riz propre ou carrément d'un riz impropre? On n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ce bateau n'était même pas destiné au Togo. Donc ce bateau doit aller où il est destiné. Point final. Et je crois qu'il paraît que notre ministre de l'Agriculture avait déjà dit quelque chose dans ce sens. On doit respecter ce que le ministre de l'Agriculture a dit. Parce que c'est lui qui s'occupe des problèmes phytosanitaires dans le pays. Et il ne doit pas avoir une autre autorité quelque part pour dire le contraire. Le reste, c'est envoyer le peuple togolais à la mort. Et ce n'est pas normal. Je le dis haut et fort. Et je dis, en regardant droit dans les yeux, le chef de l'État. Quand ça se passe comme ça, et que ça commence même pas à dépasser son ministre, qui est chargé du secteur, il lui appartient de taper du poing sur la table pour une fois
et mettre fin à cette comédie qui est une comédie mortelle, malheureusement. Dangereuse pour la population. Tout à fait. Oui, mais entre-temps, on avait parlé de riz béguedjou dans ce pays. À un moment donné, on a parlé de tilapia contaminé. Aujourd'hui, c'est encore le riz impropre. Finalement, le Togo devient un dépotoir de ce qui est... C'est peut-être vous qui avez trouvé le mot. Le Togo est devenu un dépotoir. Et je voudrais vous fort dire... de ces différents constats que je suis en train de... Je suis d'accord avec vous. Votre constat est juste. Et j'ajouterai que même si ce riz dont on parle aujourd'hui est propre à la consommation, le principe de précaution voudrait qu'on laisse ce bateau partir avec sa cargaison dans l'intérêt supérieur de nos compatriotes. Tel que cela s'est passé en Guinée. Tout à fait. En tout cas, on a déchargé la cargaison dont le riz provenait de l'Inde. Ils ont débarqué cela, mais pour ce qui concerne le riz birman, ils ont refusé. Oui, parce qu'ils aiment leur pays, ils aiment leurs compatriotes. Et leurs compatriotes ont du poids ou de l'intérêt pour eux. Ce n'est pas des gens qui se préfèrent, qui n'ont qu'une seule ambition, la conservation du pouvoir, le développement et la vie des Togolais n'est pas leur souci. Mais quand même, M. Pascal Adoko, sans détour, vous êtes de la région de Zion. Là, on cultive le riz. Oui, Togo. bien sûr. Et c'est là où on parle de riz dédé ou riz délice, quelque chose comme ça. Oui, il paraît que ce riz il est très bon. Mais vous ne consommez pas ce riz. Je consomme. Mais ce n'est pas moi seul qui vais dire que ça consomme. On va dire, voilà, c'est l'opposant qui a dit non, le riz n'est pas bon. Non. Tout le monde est d'accord que ce riz est bon. On doit aider et continuer parce que l'espace peut continuer à s'agrandir pour produire du riz pour nous-mêmes. Ceci étant, nous ne nous fermons pas au commerce extérieur. Mais on doit nous amener ce qui est bon à consommer. Et quand il y a un léger doute, je dis quand il y a un léger doute, le principe de précaution voudrait qu'on se débarrasse de cela. Parce que demain, on ne pourra plus rattraper ce qui est rentré dans le ventre des Togolais. Nous revenons toujours à la justice. Quand nous avions écouté tout à l'heure le magistrat, disons le président de la Cour suprême, il exhortait ses collègues en disant les magistrats sont donc exhortés à dire le droit et rien que le droit. J'ai écouté tout à l'heure dans vos éléments des avocats de notre jeune frère Sachivi qui se plaignait du fait qu'on a rendu une justice qui ne fondait sur rien du tout, sur de la vacuité. Bon, cela veut dire que notre justice a un problème. Finalement, à la limite, tout ce qui est à juger au tribunal du Togo ou dans les tribunaux du Togo prend une connotation politique. Et à partir de ce moment-là, les juges sont ailleurs que dans le prétoire. Et c'est ça qui nous gêne. Oui, mais est-ce que les avocats ne sont pas dans leur rôle? Non, ils ne sont pas. Ils sont dans... Ou bien ils sont en train d'envoyer une pique peut-être aux juges. Ils sont là pour le veuve et l'orphelin. Ils veulent défendre. Ils sont là pour les veuves et les orphelins. Oui. Ils sont là pour ceux qui n'ont pas de défenseurs. Ils sont là pour ça. Mais moi qui suis ici, si on vient me dire que M. Sachivi veut faire une conférence de presse, comme je suis devant vous aujourd'hui en train de faire cette émission, et qu'on vienne me chercher Manu Militari pour me mettre en prison, vous pouvez comprendre ça. Je ne le comprends pas. Je n'ai pas vu M. Sachivi dans la rue en train de casser, de tuer, de faire quelque chose. Et M. Fandé disait tout à l'heure qu'il n'a jamais vu M. Sachivi appeler les Togolais à aller détruire les biens publics et privés. Il est dans une salle pour faire une conférence de presse de son mouvement, son association. Et on est venu le disperser. Cette manifestation, c'est même pas une manifestation, cette conférence de presse, le minimum, c'est de le laisser rentrer chez lui. Il se retrouve en prison et on lui donne 3 ans de prison. Mais on est où là? On est où là? Et les gens, après avoir fait ça, dorment tranquillement dans leur maison et dans leur chambre. Je suis surpris. Peut-être nous avons... Ils disent défendre l'intérêt de la République. Et d'ailleurs, le procureur, la dernière fois, avait même prononcé, il est allé loin en prononçant, du moins, en demandant qu'on mette Sachivi en prison pour 4 ans. Oui, mais... Là... Et le juge a diminué d'1 an. Monsieur Joachim, ouais. On parle de quelle République? Togolaise. La République togolaise sans les citoyens togolais, ceux qui doivent consommer des riz impropres. C'est de cette République dont parle monsieur le juge. Non, je pense que tout ça n'est pas sérieux. Je vous ai dit quelque chose.
tout à l'heure, peut-être vous n'avez pas fait attention. Je dis l'ambition de notre régime, sa vision, son programme, c'est la conservation du pouvoir, rien d'autre que ça. Tout le reste est insignifiant. C'est tout. Ah bon? Et c'est sa démonstration. Autrement dit, vous ne voyez quand même pas que le gouvernement se préoccupait aussi de la situation, le développement du pays? Tout ce que nous sommes en train de dire jusqu'ici, là, en quoi quelque chose peut être considéré comme laudateur pour ce régime, pour dire que ce régime fait quelque chose? Je n'en vois pas. Je n'en vois malheureusement pas. Je ne suis pas quelqu'un qui vient grossir les choses ici. Je dis, si on peut donner du riz avarié à son peuple à consommer, si on peut arrêter un citoyen qui veut faire une conférence de presse, qui ne l'a même pas encore fait, si au moins il avait fait, on dirait qu'il a dit ceci au cours de la conférence, et qu'on peut l'embastiller, on l'a embastillé pour avoir eu l'intention de faire une conférence de presse. Et vous me parlez de république, d'État? Non, il n'y a pas d'État. Nous sommes comme de la vermine, hein, sous les pieds de ceux qui nous dirigent. Nous nous représentons... Non, de la vermine sous les pieds de ceux qui nous dirigent. Je suis désolé, monsieur Joachim, aujourd'hui, vous et moi, on parle. Mais si nous devenons une menace pour le programme unique du gouvernement togolais, la conservation du pouvoir, vous et moi, on cessera de parler dans ce studio, on sera sous Azitimé. Je peux vous l'assurer, si on est encore vivant. Fort heureusement que nous sommes là et on parle. Et Dieu merci. Ça aussi, c'est quand même une avancée. Non, nous le dirons parce que nous aimons tous les Togolais. Moi, j'aime tous les Togolais, y compris même ceux qui nous dirigent de cette manière. Je ne veux aucun mal pour aucun Togolais. Mais je dis ce que cette portion du peuple fait contre le peuple togolais n'est pas acceptable. Et ils doivent s'amender et très, très, très rapidement. Les juifs, ou bien tout le monde? Je dis, oui, la minorité qui piétine les droits des Togolais, cette minorité doit s'amender rapidement dans l'intérêt de nous tous, y compris eux aussi. Parce que je ne peux pas, parce que j'aime quelqu'un, me complaire à l'applaudir quand il fait du mal. Et je dis, ce régime fait trop de mal aux Togolais. Mais si le régime fait trop de mal aux Togolais, comment est-ce que vous pouvez voir vous-même que des milliers de Togolais le soutiennent et puis sont derrière et d'ailleurs le votent ou le plébiscite quand il s'agit d'aller aux urnes? Vous avez trouvé les milliers de Togolais où? Je crois ce sont des Togolais qui ont voté récemment. Où? Quand? Comment? Moi, je n'en ai pas vu. Je suis désolé. Je n'en ai pas vu. Ah bon? Et depuis le chef de l'État qui nous dirige, jusqu'au dernier des plantons, il sait très bien que les Togolais ne sont pas déplacés pour voter qui que ce soit. Si vous voulez parler de votre assemblée ou de ce qu'ils appellent l'assemblée aujourd'hui, je vais vous dire, ce n'est pas une assemblée d'élus. C'est une assemblée de nommés. Oui, pourquoi au niveau de la coalition vous tenez ce langage? Mais c'est le langage de la vérité. Est-ce qu'on nomme quelqu'un qui est allé battre campagne? Il a battu campagne pour les chèvres et les moutons. C'est eux qui sont allés voter la personne. C'est une liste nominative établie en fonction de petits calculs qui se sont déroulés dans les officines. Je suis désolé. Apparemment, comme vous aviez voulu que cette élection soit boycottée, soit repoussée, tel n'a pas été le cas. Apparemment, vous êtes aigri. Non, aigri pourquoi? Apparemment. Aigri pourquoi? Nous avons mal à notre pays, c'est tout. Parce qu'une partie de ce peuple, une portion de ce peuple veut en faire ce qu'il veut. Et ce n'est pas normal. Ça, c'est ça. Mais aigri, non. Est-ce que nous avons la posture de Jean Aigri? Si nous avons la posture de Jean Aigri, nous allons nous mettre à faire de la violence dans le pays. Nous sommes calmes. Parce que nous savons que ce qui se passe là-bas, ce que ça représente, n'a pas une longue vie devant elle ou devant lui. Cette assemblée n'ira pas loin. Pourquoi dites-vous cela? Mais Madame Tchegan, elle a été élue hier par ses pairs pour un mandat pour les 5 ans à venir. Et vous dites que ça n'ira pas loin? Vous savez, M. Joachim, oui, l'élection de Madame Tchegan dont vous parlez aurait eu beaucoup de mérite si c'était une assemblée d'élus.
je dirais que le Togo a fait un grand pas. Malheureusement, c'est une assemblée de nommés. Et entre nommés, on se coopte. Il n'y a pas de mérite particulier. Et je dirais que Mme Tchega, qu'elle m'en excuse, j'aurais bien aimé l'applaudir. Pour une fois, une femme, la première, va gérer notre Assemblée nationale. Oui. Malheureusement, malheureusement, elle n'est pas à la tête d'une Assemblée nationale. Elle est à la tête d'un groupe, elle est à la tête d'un groupe de nommés. Je l'affirme haut et fort. Mais quand même, elle ira vous représenter partout. Ce n'est pas besoin se fera sentir. Ce n'est pas ce qui est important. Monsieur Joachim, oui? Si vous faites un coup d'État aujourd'hui, même si c'est contre moi, vous irez me représenter. Ce qui s'est passé ou se passe à l'Assemblée nationale, ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'Assemblée nationale aujourd'hui, est le fruit d'un coup de force. Et en tant que tel, bon, c'est la force des armes qui garantit le fait que ces gens-là s'asseyent là-bas pour dire qu'ils sont une Assemblée nationale. Je suis désolé, je le dirai. Oui, même jusqu'à ma mort, c'est la vérité. Mais ils vont voter des lois qui s'imposeront à tous les Togolais. C'est comme pour tout cas de coup d'État. Voilà. Dans toute situation de coup d'État, celui qui a fait ce coup d'État, il crie « Vive le roi ». Et à partir de ce moment-là, il peut faire ce qu'il veut jusqu'à ce que la situation se retourne. Pour le moment, ils peuvent voter les lois, ils peuvent m'emprisonner, ils peuvent me tuer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont la force. Mais nous avons la raison avec nous. Nous avons le peuple avec nous. Nous avons les valeurs humaines avec nous. Mais pas eux. Je suis désolé. Le premier grand chantier donc de cette Assemblée nationale, même si vous ne la reconnaissez pas au niveau de la coalition, c'est qu'elle va s'atteler à l'adoption des réformes constitutionnelles. Est-ce que ça vous dit? Vous savez, quand ce groupe s'est formé, ce que j'ai observé, c'est que la modestie a été la chose la moins partagée. Parce que les coqs sont montés au-dessus du toit et dans les arbres pour dire qu'ils sont les meilleurs du Togo. Et qu'ils feront une assemblée extraordinaire. Et les autres sont... Que les autres n'ont pas eu de mérite. Oui. Ils l'ont dit. C'est pour ça que quand Mme Tchega parlait de sa modeste personne, ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, dans ce groupe de gens prétentieux, excusez-moi le terme, ce conglomérat de gens prétentieux, peut-être qu'il y a des îlots de modestie. On sait en sa faveur. Mais ceci étant, dès qu'ils ont commencé, même le règlement intérieur, ils violent la Constitution. Quel est leur mérite? Quel est leur mérite? Donc, vous ne trouvez pas que, c'est vrai, il y a des anciens présidents, il y a des premiers ministres, des anciens premiers ministres dans cette assemblée, et personne n'a trouvé que ce qu'ils faisaient, ce qu'ils proposaient là, était antinomique, ou disons, était contraire à la disposition 54 de la Constitution? Je ne peux pas douter un seul instant que ces gens-là ne le savaient pas. Mais comme ils ne sont pas des élus, mais des nommés, ils sont cooptés par quelqu'un qui donne des directives. Et là, on est discipliné. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'irez pas loin. Ah bon? Je suis désolé. Et ils le savent mieux que vous, mieux que moi. Des nommés. Ils sont dénommés. Mais une fois, même si vous êtes une fois que vous êtes là-bas. Vous pensez que M. Agbéomé n'a pas les qualités qu'il faut pour détecter que ce qu'ils sont en train de dire là est anticonstitutionnel? Mais oui, même le Premier ministre fut aussi vice-président de l'Assemblée nationale. Il était là. Oui, mais s'ils l'ont bouclé, entre guillemets, pourquoi vous pensez? Non, mais peut-être c'est la commission qui avait travaillé et qui a fait cette proposition. Je suis désolé. Une commission travaille à ça en plénière. Oui. Et tout le monde participe au débat. Et c'est la plénière qui a adopté. Et il paraît même à l'unanimité. Nous a-t-on dit. Alors à partir de ce moment, vous voulez dédouaner qui? Dans une assemblée de nommés, on n'a pas de volonté. On ne représente pas le peuple, on représente celui qui nomme ou qui a nommé. Mais vous escomptez quand même quelque chose de bien et de bon de cette assemblée parlant des réformes constitutionnelles? L'homme n'est bon. Puisque vous n'étiez pas à l'Assemblée nationale. Mais on aura quand même, on procédera à l'adoption des réformes. Oui, mon homonyme célèbre a dit l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt.
C'est des êtres humains. Ils sont presque des dieux comme moi. Ceux qui sont là-bas, ces nommés-là. Il peut y avoir quelque chose toujours de bien en eux. Je ne le dis pas, je ne dis pas non. Bon. Mais ils sont là-bas. Si j'ai la force aujourd'hui, je leur dis de quitter là-bas, je le ferai. Mais comme je n'ai pas la force, ils sont là-bas. Ils n'ont qu'à jouer leur rôle. On verra de quoi demain sera fait. Mais ne me demandez pas que si je veux que la constitution togolaise soit réécrite comme l'espèrent sénégalais et la CEDEAO nous l'a conseillé, que si ces gens-là disent oui, je vais le rejeter. Non. Ce sera leur petit côté bien, mais qui est en train d'être farci par le mauvais côté de la société et de ceux qui la corrompent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je suis là et j'attends. S'ils adoptent quelque chose de bon, pour le pays, que je sois content ou pas, ça va prévaloir. Vous en tiendrez compte. Je dis que ce soit bon ou pas, que je sois d'accord ou pas, ça va prévaloir. Oui. Parce que la force est avec eux. La force est plutôt à la légalité. Il n'y a pas de légalité, ni de légitimité. Il y a la force. L'Assemblée nationale, elle est légale. Il n'y a pas de légalité. Cette assemblée est illégale et illégitime. C'est une assemblée de nommés. Je suis désolé. Mais si on avait l'assemblée qui est issue d'une élection, il n'y a pas eu d'élection. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu d'élection au Togo. Il n'y a pas eu d'élection au Togo. Ils le savent mieux que quiconque. Et la manière dont les résultats... Avec les 59,25% de taux de participation, c'est l'art du maquillage. Et ça, ils sont même supérieurs. Qui maquille quoi? Pour quelle fin? Le gouvernement togolais a l'art du maquillage. J'ai posé ça comme principe de départ. Et je vous ai déjà dit qu'ils sont supérieurs même à l'Union soviétique dans sa grande splendeur. Donc nous n'allons plus revenir là-dessus. Ils peuvent transformer le noir en blanc immédiatement quand l'intérêt le demande. Monsieur Pascal Adoko, nous avons appris que la coalition des 14 partis de l'opposition veut faire descendre les Togolais dans les rues le samedi, autrement dit après-demain. Pourquoi faire? Je vais rappeler, si c'est encore nécessaire, que les Togolais sont descendus dans les rues depuis le 19 août 2017, en particulier, c'est pour ça qu'on ne date pas de là, pour obtenir des réformes. Et à ce jour, il n'y a pas encore de réforme. À partir du moment où il n'y a pas encore de réforme, nous continuons à demander ce que nous avons toujours demandé. Ce n'est pas parce que, entre-temps, les gens se sont assis, se sont cooptés, se sont nommés en disant qu'ils ont fait une élection que nous aurons trouvé satisfaction. Aujourd'hui, toute notre demande ou toutes nos demandes sont entières. Et nous continuons, c'est pour ça. Et pour rafraîchir la mémoire aux Togolais, nous voulons que les grandes lignes de la Constitution de 1992, qui a été le compromis politique qu'on a trouvé dans le cadre de la CEDEAO, que cela soit fait. Et donc, que ce que l'espère sénégalais a fait soit remis au goût du jour. Ensuite... Forcément cela? Mais bien sans sûr. enlever d'iota? Oui, écoutez, il n'y a que les conséquences de ce qu'il a dit sur la suite du test qu'il faut toucher pour le mettre en adéquation, c'est tout. Sinon, ce qu'il a dit est clair et net. Est clair et net. Parce et si un autre test est adopté, mais pas typiquement ou de manière mot par mot, comme celui proposé par le Sénégalais, l'espèce sénégalais? Le Sénégalais ne s'est pas coopté tout seul. On n'a pas débarqué à Lomé en gladiateur pour dire moi je suis un expert. Voilà ce que les Togolais ont écrit. Il a travaillé avec vous tous. Il a travaillé sous le mandat de la CEDEAO. Hein? Même si je suis tenté aujourd'hui de donner un nom à ceux, ben je ne vais pas le dire. Mais il a consulté tout le monde. La C14. Il a consulté tout le monde. Il a compris le problème des Togolais. Et il a libellé correctement, à sa manière, sans créer de la crispation. Si les gens qui sont en face de nous n'avaient pas qu'une seule ambition, qu'un seul programme, la conservation du pouvoir, ce test aurait été adopté. On serait tous allés aux législatives. Et aujourd'hui, on aurait une assemblée qui représenterait vraiment le peuple togolais. Ah oui, mais malheureusement, le gouvernement avait quand même, vous avez accusé que ce sont vos députés à l'Assemblée nationale qui n'avaient pas donné leur assentiment, leur approbation sur ce qui devrait être fait en commission de loi. Mais, monsieur Joachim, si je vais avec un projet qui est blanc
et que vous le transformez en noir, vous voulez que j'applaudisse, que je vous suive, que je vous accompagne? Tout à l'heure, vous avez évoqué le nom de M. Agboyume Kodjo, qu'il a une très grande expérience. Comment il n'a pas pu détecter que c'était anticonstitutionnel ce qu'ils adoptaient? Je vous ai dit qui c'est-tu, non? Pour rester dans le rang. Vous voulez que moi aussi, vous auriez bien aimé, vous auriez la commission, je vous l'ai dit. Non. Allez-y. Vous auriez peut-être bien aimé que la coalition des 14 aussi se taise et que demain vous puissiez lui dire, vous aussi vous étiez dans l'Assemblée, vous avez marqué votre accord, c'est ça? Non. Cette manière de fonctionner au Togo, c'est terminé. Je dis, c'est terminé. Ça prendra le temps qu'il faut pour inculquer ça dans l'esprit et le cerveau de ceux qui pensent le contraire. C'est terminé, c'est terminé. Dorénavant, le Togolais doit marcher la tête haute et réclamer ce qu'il veut. S'il l'a pas aujourd'hui, il doit continuer à réclamer jusqu'à l'obtenir demain. Nous n'allons pas nous accommoder. Peut-être les ardeurs s'émoussent. C'est vous qui le pensez? J'ai l'air de quelqu'un qui a une ardeur émoussée devant vous, Monsieur Joachim. Mon ardeur n'est pas émoussée et je connais des Togolais plus déterminés que moi. Ça prendra le temps qu'il faut. Nous aimons passionnément ce pays. Je dis, nous l'aimons avec une infusion terrible. Oui, c'est ça qui fait que... Non, je dois terminer cette idée-là. C'est ça qui fait que ce pays donne l'impression d'être calme. Joachim, nous aimons ce pays. C'est ça qui donne la chance au Togo d'être calme. Parce que si les Togolais doivent s'écouter, si les Togolais doivent considérer la méchanceté qui est en face, il y a longtemps que ce pays aurait basculé. Donc nous ne nous prenons pas. Cette tranquillité apparente cache beaucoup de rancœur, beaucoup de douleur. Mais le peuple togolais aime son pays, ne veut pas détruire son pays et va continuer son combat. Un combat sur le plan pacifique et un combat sur le plan légal. Nous continuons à le faire. Mais je regarde droit dans les yeux ceux qui nous dirigent pour leur dire de faire extrêmement attention. Parce que des gens comme nous, qui sont profondément pacifiques, d'autres peuvent devenir fous. Alors, et si ces gens deviennent fous, nous en paierons tous le prix. Et là, s'ils sont vos militants, vous devez en principe les maîtriser. Ce n'est pas... Le problème du Togo aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de militants. Oui. C'est un combat citoyen. Quand même, vous constituez les leaders, on dirait le gouvernail. Nous portons la voix du peuple silencieux, qui n'est pas content de sa gouvernance. C'est tout. Mais c'est chaque Togolais. Ils ne se reconnaissent pas nécessairement dans nos partis politiques. Vous pensez que ceux qui sont dans la société civile, ils ont des cartes chez nous? Non, ils ne sont pas encartés chez nous. Mais ils aiment le Togo. Et ils voient que la direction que nous prenons est une direction pour le naufrage collectif. Alors, vous êtes en direct avec nous. Et quel est l'objectif précis de la marche de samedi? Est-ce à dire que vous voudrez que les Togolais fassent pression sur le gouvernement pour que les réformes soient vite faites, ou l'objectif est ailleurs? Mais avant de répondre, permettez, nous allons marquer la pause. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 87.3 avec notre invité, M. Pascal Ladoko. Il est donc ici au nom de la coalition des 14 partis de l'opposition qui appelle les Togolais dans les rues le samedi prochain, disons, après-demain. Alors, pour quel objectif précis? C'est la question que je vous pose. Oui, non, de toute façon, l'objectif majeur, c'est d'obtenir les réformes telles que nous les avons demandées sur le plan constitutionnel. Mais il y a aussi les réformes, particulièrement les réformes électorales, pour que nous puissions organiser des élections transparentes et justes dans ce pays. Mais n'oubliez pas que, pendant que nous étions en train de nous battre dans les rues, on a emprisonné beaucoup de Togolais. Beaucoup de compatriotes sont en prison. Beaucoup de compatriotes sont morts, ça, on le sait. Et je m'incline devant leur mémoire. Mais il y en a qui sont en prison pour n'avoir rien fait, sinon d'aimer leur pays. Il y a les villes, certaines villes qui sont toujours en état de siège. Nous ne pouvons pas laisser ces choses-là.
Donc, nous redescendons dans la rue pour faire comprendre à ceux qui nous dirigent que le moment est venu de mettre fin à ça, de libérer nos compatriotes. Oui, mais voilà, il n'y a plus une troisième oreille pour vous écouter. Non, je crois que je vais dire quelque chose aux Togolais. Ceux qui ont écrit notre hymne national sont des prophètes de ce pays. Ils ont vu tout ce qui peut nous arriver. Et dans notre deuxième couplet, ils ont été suffisamment clairs. Nous sommes les seuls artisans de notre bonheur et de notre avenir. Seul artisan de ton bonheur ainsi que de ton avenir. Brisons partout les chaînes, la traîtrise. Les Togolais, on a eu l'occasion, ce que vous appelez la troisième oreille, a eu l'occasion de nous rappeler que les Togolais sont les seuls artisans de leur bonheur et de leur avenir. Donc nous n'en avons cure d'une troisième oreille. Si des oreilles veulent se manifester, cette fois-ci, sans un fond de trahison, pourquoi pas? Mais nous n'allons plus les embrasser. Donc la CEDEAO vous a trahi? La CEDEAO a trahi le peuple togolais. Ils le savent. Ils sont petits dans leurs souliers. Ils le savent. Les chefs d'État? Ils sont tout petits dans leurs souliers. Ils sont chefs d'État. Mais vous savez, un chef d'État aussi est un être humain qui a une conscience. Quand tu finis de faire quelque chose et que ta conscience te le reproche, tu as beau être un roi, tu n'es pas bien dans ta peau. Tu es petit dans tes souliers. Et je le dis aujourd'hui, ils nous ont trahis. Mais le peuple togolais s'est souvenu que leurs ancêtres leur ont dit, nous sommes les seuls artisans de notre bonheur, de notre avenir. Nous nous engageons, pas en comptant sur X ou Y. Terminé. Même si le X ou le Y vous fait appel, individuellement, à titre personnel. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous n'allons plus leur confier notre avenir et notre bonheur. Ils feront ce qu'ils pourront. Et si aujourd'hui, demain, ils s'amendent eux-mêmes et ils disent, oh, ce que nous avons fait contre le peuple togolais n'est pas bon, nous ne les empêchons pas d'agir positivement. Mais nous n'allons plus jeter notre dévolu sur eux. Ça, c'est terminé. Oui, mais est-ce qu'il y a cette éventualité possible que si le pouvoir vous appelle, vous pourrez toutefois aller discuter ensemble, échanger sur vos préoccupations? Seul artisan de notre bonheur et de notre liberté, si le pouvoir se met dans de bonnes conditions, comprenant que ce que le peuple togolais veut, il va le donner et nous appelle, on discutera. On discutera. Hein? Et puis surtout, on discutera. Mais si vous manifestez et puis on vous ignore royalement? Mais on verra bien. Je leur souhaite beaucoup de bonheur en nous ignorant. Et qui appelez-vous à ces manifestations? Les Togolais, dans leur entièreté. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la manière dont le pays est géré. Et ils sont nombreux. Ils sont quasiment l'unanimité des Togolais. Ils ne sont pas contents. À part les turéféraires et tous ceux qui, pour leur petit confort personnel, tournent autour du roi, tous les Togolais sont fatigués de ce régime. Et que répondez-vous à ceux qui estiment que c'est une manière pour la C14 de tâter le terrain par rapport à la présidentielle de 2020? Le 20 décembre, nous avons déjà tâté le terrain et tout le monde a vu de par le monde que ceux qui sont nombreux, c'est ceux qui épousent les thèses de la C14. On n'a plus rien à prouver. Nous marchons comme un moyen de pression pour obtenir ce que le peuple togolais veut. C'est pour ça. Les réformes. Les réformes. Mais les réformes ne seront pas faites dans la rue. Nous faisons pression pour que cela se fasse. À l'Assemblée nationale. Partout où c'est nécessaire. Mais le lieu idéal, c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale dont vous parlez, si c'est ceux qui sont réunis là-bas, n'ont pas de volonté.
C'est la volonté du prince qui compte. Et il est à Lomé 2. Et il est silencieux. Il ne parle pas. Il avait dit qu'il ne parle pas beaucoup, mais moi j'ai conclu qu'il ne parle même pas. Il ne parle même pas. Il ne parle même pas. Alors, allons à l'étranger, Monsieur Pascal Adoko. D'abord, la Côte d'Ivoire, la dernière fois, c'était un signe, on dirait subtil, mais pas anodin. Il disait quand même, les magistrats disaient que non, Monsieur le Président, demandez à vos acteurs, tout ça, de ne plus mettre pression sur nous, les magistrats, et de nous laisser les coups de frein à travailler en toute indépendance. Vous parlez de quels magistrats? Les magistrats ivoiriens, qui ont demandé au président à travers un mouvement que, mais s'il vous plaît, dites aux acteurs politiques de ne pas nous déranger. Vous savez, le monde bouge. Et j'espère qu'un jour, les magistrats togolais aussi demanderont qu'il n'y ait pas d'interférence politique. Qu'il n'y ait pas d'interférence et qui diront que le droit. Le monde bouge. Le monde bouge. Et tout ce que nous faisons là, d'archaïque, et où l'archaïsme est devenu ce qui est privilégié au Togo, ça va prendre fin un jour. Et ce jour n'est pas loin. Parce que l'être humain évolue. L'être humain évolue. Pour retrouver sa divinité. Et donc, c'est tout naturellement que tous ces systèmes archaïques-là seront balayés. Alors, si les Ivoiriens ont pris conscience, et les Togolais prendront conscience. Nous aussi, on a pris conscience dans d'autres domaines. Et c'est ainsi que, de manière concertée, on arrivera à fabriquer une Afrique nouvelle. Une Afrique qui va prendre sa juste place dans le monde. Alors, hier mercredi également, allons un peu en Amérique latine. Hier mercredi 23 janvier, les Vénézuéliens sont massivement descendus dans les rues dans tout le pays pour dénoncer la légitimité du président Nicolas Maduro qui a prêté serment pour un second mandat le 10 janvier dernier. Des marches qui répondaient à l'appel de Juan Guaido et le président de l'Assemblée nationale. Alors, le 23 janvier, hier, donc, est considéré comme la journée de la démocratie au Venezuela, car c'est le jour anniversaire de la chute en 1958 de la dictature de Marcos Pérez Jiménez. Mais hier, c'est donc Juan Guaido qui s'est autoproclamé président par intérim et aussitôt fait, Donald Trump reconnaît le monsieur comme étant président du Venezuela. Après, le Brésil et bien d'autres pays sauf le Mexique. Je vais vous dire une chose. Le monde bouge. Et malheureusement, ce monde qui bouge annonce la fin des usurpateurs. Ça ne me surprend pas. L'année 2019 sera riche, très riche en événements. Je ne suis pas un prophète. Dans le monde entier? Dans le monde entier. Ah bon? Oui, c'est le crépuscule des usurpateurs. Restons et nous verrons. Et les signaux sont encore donnés ou sont aussi donnés au niveau de la RD Congo, le pays continent. Alors, c'est ce 24, aujourd'hui, ce jeudi, tout à l'heure dans la mi-journée, que Joseph Kabila va passer officiellement son fauteuil présidentiel à Félix Tshisekedi. Et la cérémonie, comme je l'ai dit, doit se dérouler au palais du peuple de Kinshasa en présence de 17 chefs d'État étrangers. Et là, ce qu'on constate, c'est que Joseph, le président rwandais et l'Angolais, les deux à côté, ne vont pas faire le déplacement, mais quand même 17 chefs d'État vont faire le déplacement, monsieur Adou. Malheureusement, j'ai très peu de temps pour développer ce dossier. Je vous avais déjà dit dans ce studio à Mina, mon neveu, que M. Kabila a appliqué son plan B, c'est-à-dire quitter le pouvoir sans le quitter. Et il a eu cette habileté d'opposer les opposants, en choisissant un opposant contre le vrai vainqueur. Et tout le monde est embarrassé. C'est l'embarras. On se dit... Même les puissances occidentales. Oui, parce qu'on se dit, et si on faisait des vagues, alors que c'est un des nôtres à qui on a donné, est-ce qu'il ne faut pas mieux de se taire? C'est le choix difficile auquel tout le monde est confronté. Mais Kabila a réussi son coup parce que toutes les assemblées du pays sont maîtrisées par son groupe. Son parti. Donc le vrai pouvoir, c'est lui. Alors, M. Tshisekedi, ayant pris le parti de faire ce jeu-là, bon, il est opposant,
Mais malheureusement, il redevient redevable à celui qui le combattait. On va voir ce que ça va donner. Et c'est ça qui m'a gêné un peu quand la France est intervenue pour la première fois, parce que je me suis dit, voilà, un menteur n'est jamais cru quand il dit la vérité. C'était le malheur de la France, pour une fois. La France a voulu dire la vérité, Oui. et tout le monde lui a crié En disant sur que le résultat Voilà, et n'est tout le pas monde a conforme. crié sur elle parce que il est habitué au mauvais coup. Voilà, donc Kabila a à force réussi. de mentir à tout le temps, C'est à le- tout bout de... à tout bout de Voilà, champ. Quand, c'est-à-dire- même quand on dit la vérité... Et ils sont là. Quand le dictateur fait que il tombe dessus, il prend. Maintenant, bon, il a voulu dire quelque chose de correct, mais il est disqualifié et donc il est obligé de se ranger. Eh bien, Kabila a réussi ce qu'on appelle le crime parfait. 22 21 80 99 92 02 80 63. Allô? Allô, bonjour, Oui, bonjour, monsieur. Bozambo. D'accord, la question, Bozambo. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Bozambo. Du courage à vous. Merci. Je voudrais vous supporter en attendant, disant que ne vous découragez pas, les peuples sont derrière vous. Merci beaucoup. Donc, il ne faut pas permettre qu'il y aura des boycotts dans ce pays encore. Il faut s'organiser, boycott, on a mis Croix-Rouge boycott. Que qu'en soit les élections, nous irons tous. Que ce soit législatif, présidentiel, nous irons tous avec leur fichier comme ça. On va faire les réformes. S'ils n'arrivent même pas à faire les réformes, il n'y aura pas de boycott au Togo. J'aimerais poser quelques questions. Au moment d'aller chez les facilitateurs, qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement à côté de vous que aller aux élections ou bien ils disent qu'ils vont arranger tout. Donc, nous, les peuples qui sont derrière vous, on n'attend rien jusqu'à la CEDEAO a dit que nous sommes validés à ces élections. Ça nous a beaucoup choqué. Donc, nous prions que c'est nous, les peuples, qui nous ont... vous avez dit de boycotter les recensements. D'accord. Et nous avons allé au recensement. Donc, ne vous découragez pas. Donc, il faut continuer la lutte. Merci beaucoup, Bozambo. Et monsieur Kokou, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui, nous vous écoutons, monsieur Kokou. Bonjour, Pascal Adoko. Bonjour. Je voulais apporter un peu de la votre moulin. Quand monsieur Joachim vous disait tout de suite que la réforme doit être faite à l'Assemblée, je voudrais dire, nous sommes dans la rue pour réclamer la réforme. On n'est pas dans la rue pour réclamer où la réforme doit être faite. Si c'est à l'Assemblée ou pas, on est dans la rue pour que la réforme soit faite. C'est ça que je voulais dire. Bon, merci. Pour ma question, Donc, je voudrais demander à M. Pascal Adoko, au jour d'aujourd'hui, là où nous sommes, est-ce que les voix discordantes qui sont dans la C14, c'est-à-dire on attend d'autres membres de la C14 sur les autres médias qui parlent leur message à la compte de l'ensemble de la C14, est-ce que vous pensez que cette manière de faire peut remobiliser, permettre la remobilisation dont vous demandez? Merci beaucoup. ok, merci, cher ami Kokou. Et nous allons prendre le tout dernier auditeur qui est en ligne avec nous. On me signale qu'il est reparti. Alors, monsieur Pascal Adoko, voilà, vous avez écouté monsieur Kokou. Est-ce que vous parlez à l'unisson au niveau de la C14? Oui, nous parlons à l'unisson. Oui. Mais il y a des voix dissonantes, on dirait. Non, Mais qui je crois qui ne prennent pas le contre-pied de ce que vous dites, mais Non. quand même qui ne sont pas Non. totalement d'accord Vous sur savez- la stratégie. Vous savez, Oui. je suis devant ce micro en train de parler. Je m'exprime peut-être au nom de la C14. Mais ce n'est pas sûr que tout ce que j'ai dit de A à Z sera apprécié par tout le monde au sein de la C14. Donc c'est ça, voilà, un certain nombre de choses que j'ai pu dire peut gêner. Même quand je vais retourner à la C14, on pourra me le faire observer. Ah oui, Mais ça on ne veut fait pas le dire, reproche, oui. ça ne veut pas dire que nous avons un problème interne. Quant à ceux qui se donnent ce que vous appelez les libertés de ton, bon, dans la pratique, ce n'est pas recommandé. Mais nous avons reçu des éducations différentes. Et nous sommes en train de construire un pays
hein, qui est un mosaïque de peuples. Et donc, les dirigeants aussi forment une mosaïque oui, de peuples. Je ne sais plus. Ce qui est important, c'est que le fil conducteur est le même. Nous voulons libérer le Togo de lui-même, c'est-à-dire de ses propres fils. C'est tout. Et donc, le reste, on va gérer. Si nous ne sommes pas capables aujourd'hui de gérer ces petits écarts-là, est-ce que nous serions capables demain de gérer un pays? Parce qu'un pays, c'est avant tout aussi des contradictions. Bien évidemment. Et Bozambo lui trouve qu'il faut faire à partir d'aujourd'hui une croix rouge sur le boycott dans toutes vos actions. Même si le fichier est impropre, même s'il y a des incongruités, vous ne devez plus boycotter les élections, quel que soit le type d'élection dont il sera question. Oui, ça m'amène à clarifier un certain nombre de choses. Un, la C14 n'a pas boycotté les élections. La C14 a demandé de meilleures conditions. La C14 a demandé l'application stricte de la feuille de route. Malheureusement, les parrains de cette feuille de route-là se sont sabordés eux-mêmes. On ne sait pour quel motif. Et dans un silence retentissant, à l'image de celui qui nous dirige, ils nous ont conduits tout doucement vers le 20 décembre, où on ne savait pas ce qu'ils voulaient. Je vais vous dire une chose. Les experts électoraux dont on parle, qui sont venus, est-ce que vous savez que malgré l'injonction que leur est faite, de nous donner aussi les rapports de leurs constats, depuis qu'ils sont arrivés au Togo, avant l'établissement du fichier, est-ce que vous savez que la C14 n'a accès à aucun de ces documents jusqu'à ce jour? C'est pour ça que donc, ce qui veut dire, les experts électoraux qui ont été déployés dans le pays, ils ont fait leur travail. Ils ont tout fait pour nous éviter. Et leur rapport qu'ils ont déposé à la CEDEAO ne nous a pas été transmis. Au total... Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que nous sommes devant un vaste complot international contre le peuple togolais. Comme ça a été toujours le cas. Mais ils ont été mandatés de manière indépendante à travailler sur le terrain. Pour nous deux. Oui. Pour les deux parties. Et pourtant, ils ont travaillé pour une seule partie. Alors, quelque chose serait passé quelque part? C'est ce que j'appelle un complot international. Savamment piloté par les fonctionnaires. Alors, sous la coupole des responsables politiques. Si le parti au pouvoir vous fait appel maintenant ou bien lance les locales, est-ce que la C14 prendra part? Je vais vous dire une chose. Nous travaillons beaucoup sur ces dossiers-là. Et je rassure tous les Togolais de garder leur calme. Et je n'en dirai pas plus. Nous sommes à la fin de l'émission. Non. Votre mot? J'appelle tous les Togolais, où qu'ils se trouvent, de descendre dans les rues le samedi 26 pour confirmer ce qui s'est passé le 20 décembre et réclamer leurs droits pour libérer notre pays. De manière pacifique? Ça a été toujours pacifique. Et les formalités ont été remplies? Tout est rempli. Bien sûr, comme d'habitude, il y a des contorsions du ministère. On attend 24 heures de la manifestation pour vous dire, au lieu d'être à Tokwe Badago, il vaut mieux aller à Tokwe Trésor. Des choses comme ça. Mais nous gardons notre calme. Et nous disons au peuple togolais, nous serons à l'endroit convenu et nous allons marcher pacifiquement. Merci beaucoup. Monsieur Pascal Adoko, merci d'être venu chez nous. Mais le plaisir a été pour nous et je remercie cette radio qui fait beaucoup de travail pour notre pays. Travail intrinsèque de sensibilisation, d'éducation et d'éveil. Parce qu'au-delà des combats politiques, c'est la maturation de notre peuple qui est importante. Merci, monsieur Adoko Pascal. À l'instant, madame, monsieur Pascal Adoko, chargé des affaires politiques et de la stratégie, bien sûr, au niveau de la CDPA et sa formation politique, membre de la coalition des 14 partis. C'est fini avec lui. Tout à l'heure, Jacob Arama et Nessina Kogo vont vous retrouver sous le coup de 9h pour le journal en EV à School. Merci pour l'accompagnement technique et je n'oublierai pas notre confrère Idelphonse Akpaki et toute son équipe. Merci à vous tous, madame, monsieur. Bonne journée chez vous.